Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie sur les 5 blessures de l'âme et aujourd'hui on va parler de la blessure d'injustice. Les personnes qui souffrent de cette blessure, généralement elles se sentent pas respectées, pas appréciées pour ce qu'elles sont et elles ont l'impression de pas recevoir ce qu'elles méritent. En gros, c'est pas juste. Mais l'injustice ça va dans les deux sens parce que soit on croit qu'on reçoit pas assez, soit on croit qu'on reçoit trop. Et pour s'épargner cette souffrance, la personne va se couper de son ressenti. Sauf que maintenant, vous savez que plus on évite quelque chose, plus on l'attire. Comme d'habitude, on va parler des origines de la blessure, du comportement de la personne qui souffre de cette blessure et comment en guérir. La blessure de l'injustice, elle se développe, comme d'habitude, pendant l'enfance, mais c'est la blessure qui met le plus de temps à se développer puisqu'elle arrive vers l'âge de 4 à 6 ans. C'est à ce moment-là que l'enfant prend conscience de son identité et du fait que ce soit un individu à part entière. Et cette blessure, elle se développe lorsque l'enfant il se sent jugé, mal compris, comparé ou nié dans ses émotions. Et il intègre alors l'idée que pour être aimé, il faut qu'il soit parfait, irréprochable. Et à l'âge adulte, ça se traduit par une quête à la perfection constante. L'idée sous-jacente, c'est vraiment de se dire, si on n'a rien à me reprocher, on pourra pas me critiquer et on pourra pas me traiter de manière injuste. Évidemment, c'est une blessure qu'on peut retrouver chez plein de personnes, mais plus particulièrement chez les enfants qui ont grandi dans une famille toxique, avec des parents très autoritaires, très exigeants, où il n'y avait pas la place à l'erreur. Moi, ma famille, elle est pas du tout toxique, mais c'est vrai qu'il y a toujours eu ce climat où les études, c'est très très important. Et il y avait un peu une compétition entre moi, mes frères et sœurs, et même mes cousins, pour savoir qui avait les meilleures notes, qui allait le mieux réussir dans la vie. Et c'était un petit peu, enfin j'ai pas envie de dire que c'était toxique, mais c'était quand même un petit peu malsain, ce qui m'a toujours, enfin d'un côté c'est bien parce que ça nous a toujours poussé à la réussite et à la performance, mais des fois c'est vrai que c'était un petit peu lourd, surtout de se comparer à ses frères et sœurs. Et donc quand tu grandis dans une famille toxique, en tant qu'enfant tu te sens pas forcément respecté ni entendu, et t'as l'impression que t'es plus apprécié pour ce que tu fais que ce que tu es. Tu es plus apprécié pour ce que tu fais que pour ce que tu es. C'est pas ça. Tu es plus apprécié pour ce que tu fais que pour ce que tu es. Voilà. Vous le savez maintenant, quand on souffre d'une blessure émotionnelle, on développe ce que Lise Bourbeau appelle un masque social qui vise à nous protéger des souffrances liées à cette blessure. Et dans le cas de la blessure d'injustice, le masque développé est celui du rigide, c'est-à-dire une personne qui va se couper de toutes ses émotions pour ne pas ressentir de la peine liée à l'injustice qu'il peut subir. Et on parle de rigidité parce que c'est associé au besoin de contrôle et de perfection. Par exemple, si tu as grandi en étant sans cesse comparé à un de tes frères ou une de tes sœurs, et ben en grandissant, tu vas toujours rechercher ce cadre et essayer d'être plus brillant que les autres pour pas qu'on te rabaisse comme on l'a fait avant. Et finalement, ces personnes-là, elles vont finir par se braquer et à se conformer à ce qu'on attend d'elles pour être sûr de pas faire de faux pas. Mais ne vous y prenez pas parce que, malgré leur masque rigide, ce sont des personnes très 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 sensibles. Et ça nous mène d'ailleurs à notre premier point qui caractérise les personnes rigides, c'est leur capacité à cacher leurs émotions et à être sensibles, mais jamais en public. Le rigide montre très peu ses émotions et si vous lui demandez s'il va bien ou pas, il va toujours vous dire « oui, je suis au top, t'inquiète », parce qu'il a peur de se confier, de se livrer et de montrer ses émotions du coup. Sa plus grande peur, c'est d'être vulnérable. Et pour contrebalancer ça, l'émotion qu'il va ressentir le plus et qui va le plus transparaître, ça va être la colère. Et vous le voyez très bien avec les enfants qui vivent une situation d'injustice et qui vont dire « c'est pas juste !» en se mettant en colère, en boudant, en criant, même en pleurant, parce que vraiment c'est une émotion très très forte. Et la deuxième émotion que le rigide ressent beaucoup, c'est le stress. Parce que il a tellement besoin d'être parfait tout le temps que ça lui fout une angoisse permanente. Mais comme je vous ai dit, le stress et la colère, c'est des émotions qu'ils vont ressentir en eux, mais en aucun cas les laisser transparaître aux autres, parce que pour eux, c'est un signe de faiblesse que de montrer les émotions, et les autres pourraient en profiter. Les autres, en fait, ils ont peur que les autres les affaiblissent s'ils se montrent vulnérables. Donc ils font comme si rien ne les touchait, voilà, on garde toujours la tête haute, sauf que ça, évidemment, ça peut nous desservir. Avant, moi j'étais beaucoup comme ça, très froide. En fait, j'ai toujours été hyper sensible,
Mais dès que je me disputais avec quelqu'un, je faisais genre non mais ça me fait rien, j'en ai rien à faire, etc. Alors que ça me faisait quelque chose. Et du coup, les personnes devaient toujours aller très loin dans leurs paroles pour espérer que je réagisse, parce que c'était pas normal que j'ai aucune réaction comme ça faisait vraiment de moi quelqu'un d'antipathique, d'inhumain, un robot quoi, un mur glacial. Donc c'était les gens, ça les énervait encore plus le fait que j'ai pas de réaction. Donc leurs propos étaient d'autant plus virulents et moi ça me blessait d'autant plus, et plus ça me blessait, plus je gardais la tête haute, parce que une fois que la dispute était terminée, j'allais dans mon lit, je chialais pendant 3 heures. Bref, à force de se couper de ce qu'on ressent, ça peut nous desservir dans nos relations sociales, mais également dans notre santé mentale. Parce que, comme on a appris en tant que personne rigide, enfin personne qui souffre de la blessure d'injustice, à se couper de ce qu'on ressent, bah même nous, on n'est plus au courant de ce dont on a besoin ou envie. Par exemple, ce sont les personnes rigides, c'est des personnes qui vont tomber très rarement malades parce qu'elles sont totalement coupées de leur corps. Et c'est des personnes qui vont vous dire « mais je comprends pas, à chaque fois que je suis en vacances, j'ai de la fièvre, je suis enrhumée, j'ai toutes les maladies qui me tombent dessus, je fais que dormir. » Oui, parce que c'est le seul moment où tu te reconnectes à ton corps et que tu te permets de prendre une pause. Et c'est comme ça que les burn-out, ils arrivent. Hein. Et puis, se couper de ses émotions, c'est se couper de soi-même, et donc ne plus être en capacité de poser des limites, par exemple, parce que tu connais même pas tes limites. Ou alors, tu sais pas reconnaître quand est-ce que t'as besoin d'aide ou non, parce que tu veux tout faire tout seul. Et comme je l'ai dit, c'est comme ça que les burn-out, ils arrivent, et les personnes rigides, c'est celles qui sont le plus enclins à faire des dépressions, par exemple. Le deuxième point qui caractérise les personnes rigides, c'est leur incapacité à se détendre ou à recevoir des autres. Comme le mérite est primordial, la personne rigide, elle prend pas le temps de se reposer. C'est une personne qui va toujours vouloir en faire plus, et quand il y a rien à faire, elle va se donner des tâches. L'idée, c'est de faire le maximum pour être parfait et qu'on n'ait jamais rien à lui dire. Par exemple, tu pars en vacances avec cette personne, et elle va faire le petit déjeuner, le ménage, nanana. Genre, elle va jamais se poser parce qu'elle a l'impression que si elle se met sur le transat pendant que toi, t'es en train de faire la vaisselle, tu vas lui reprocher, ou alors il y a un truc qui va pas, ou alors elle accomplit pas bien son rôle, etc. Et en même temps, ça la dérange pas trop parce que, évidemment, les personnes rigides adorent l'ordre. Il faut que tout soit planifié, organisé, répertorié. Et en soi, c'est pas grave d'aimer que tout soit ordonné, ou même d'être un petit peu maniaque, etc. Mais il y a une nuance entre la rigidité et la discipline. Ma discipline, c'est de faire en sorte que mon appartement soit toujours bien rangé. Mais ma rigidité, c'est de passer 30 minutes à le nettoyer tous les jours alors que je vis dans un 13 mètres carrés. Il n'y a clairement pas besoin de faire le ménage tous les jours, mais je sais pas, c'est mon côté psychorigide, je pense. Et puis, il y a aussi la difficulté à recevoir. En fait, dès qu'on reçoit quelque chose, on a l'impression qu'on est redevable. On ne sait pas accueillir les cadeaux ou les attentions ou les services, juste par plaisir, et que la personne elle est gentille et qu'elle a voulu nous aider en fait. Et ça se traduit également dans les relations amoureuses parce que c'est une personne qui va avoir du mal à se laisser aller et à se laisser aimer. Et encore une fois, comme c'est une personne qui est coupée de ce qu'elle ressent, elle a du mal à exprimer son amour parce qu'elle a du mal à mettre des mots dessus, et donc elle l'exprime pas de la bonne manière. Et ça, c'est un cercle vicieux puisque, à nouveau, ça la fait passer pour une personne froide et distante et sans cœur. Alors que c'est tout le contraire en réalité. Le troisième point qui caractérise une personne qui souffre de la blessure d'injustice, c'est évidemment la quête de la justice et de la perfection. L'injustice, c'est évidemment le sentiment insupportable pour une personne rigide. Et pour ça, elle va essayer de tout faire bien, que tout soit parfait, pour que tout soit juste et qu'on n'ait rien à lui reprocher. Pour arriver à cette perfection, la personne rigide peut mettre en place beaucoup d'efforts, voire même des sacrifices, pour être la personne vraiment la plus alignée, la plus parfaite, la plus juste qu'il soit. Bien que cette perfection lui cause beaucoup de stress, mais c'est parce qu'elle a vraiment acquis l'idée que elle sera appréciée pour ce qu'elle fait plutôt que pour ce qu'elle est. J'arriverai pas à le dire. La personne rigide pense qu'elle est appréciée pour ce qu'elle fait plutôt que pour ce qu'elle est. Voilà. Donc il y a vraiment une idée de performance, de débrouillardise, et puis la personne rigide, elle va faire en sorte que ce qu'elle reçoit, elle le mérite. Faut qu'elle soit digne de mériter ce qu'elle reçoit, parce que sinon, c'est une injustice. Et donc, peu importe le sens de l'injustice, c'est insupportable. Et concrètement, ça va se traduire par le fait qu'elle va toujours faire en sorte que les gens sachent tout ce qu'elle accomplit, pour que ils comprennent que si elle reçoit quelque chose, elle l'a mérité, c'est une récompense en fait. Et ne dites surtout pas à une personne rigide qu'elle a de la chance, parce que la chance c'est du hasard, alors que la personne rigide, elle veut
ce qui est juste et donc ce qu'elle mérite et ce pourquoi elle a travaillé. Une personne chanceuse, elle n'a pas forcément mérité ce qui lui arrive. Mais au final, la personne qui s'impose le plus de l'injustice, c'est la personne rigide. Parce qu'elle s'impose tellement de restrictions, de sacrifices, de culpabilité, de recherche de perfection, qu'en fait, c'est plus une vie. Et c'est pas juste pour elle de vivre comme ça. La culpabilité, c'est vraiment un point important parce que dès qu'elle va faire quelque chose, elle va jauger, est-ce que je le mérite ou pas ? Est-ce que je mérite de m'acheter ce truc alors que je sais que ma copine, elle n'a pas les moyens ? Est-ce que ce serait pas plus juste que je lui offre un petit cadeau pour lui remonter le moral ? Ça ferait de moi un ami juste, un bon ami. L'entourage, c'est forcément quelque chose d'important et c'est vrai que les personnes rigides vont avoir tendance à beaucoup s'y comparer pour pouvoir se situer et puis savoir à quel point elles sont brillantes comparées aux autres. Est-ce qu'elles méritent d'avoir des bons amis ? Moi, c'est un truc à un moment qui m'arrivait. Je trouvais que je ne méritais pas mon entourage parce que j'avais toujours connu des amitiés toxiques. Et là, dans ma vie, j'avais rencontré, c'était il y a quelques années, des amis qui m'acceptaient comme j'étais, malgré mes erreurs, malgré mon humeur qui était très fluctuante, malgré le fait que je sois très instable, restaient avec moi. Elle me pardonnait, elle me faisait avancer. Et moi, je me disais, mais je ne mérite pas ça, en fait, c'est pas possible. Et il m'a fallu vraiment beaucoup de temps pour me dire, Ambre, tu le mérites. Le 4e point qui caractérise une personne rigide, c'est son besoin de contrôle. Que ce soit envers elle-même ou envers les autres, dans tous les domaines de la vie, les personnes rigides sont très exigeantes. Elles ont vraiment une grande capacité à contrôler, à s'imposer des tâches et donc se laisser peu de temps pour s'amuser, pour rigoler, pour se reposer. Il y a vraiment ce truc de « je suis obligée d'être dans l'action, je suis obligée d'avoir un emploi du temps rempli, parce que sinon c'est de la paresse en fait ». Et si la personne rigide a autant besoin de contrôler, c'est parce qu'elle a peur que si elle perd le contrôle, elle sera injuste avec quelqu'un d'autre. Et surtout, elle a peur de se tromper. Si tu te trompes, c'est que t'étais pas parfait. Et ça, c'est pas possible pour une personne rigide. Et c'est des personnes vraiment qui sont dans la peur de prendre la mauvaise décision, de se tromper, de faire quelque chose d'injuste. Et quand elles ont un choix à faire, bon déjà elles cogitent pendant très longtemps, et généralement elles vont regretter ce choix. Bref, ce besoin de contrôle, ça empêche vraiment les personnes rigides de profiter de leur vie, de lâcher prise, parce qu'elles sont en hypervigilance constamment. Maintenant, on va passer aux conséquences de la blessure d'injustice sur le corps d'une personne rigide. Parce que comme vous le savez, toutes nos blessures se voient physiquement, puisque notre extérieur, c'est le reflet de notre intérieur. Au niveau de la description que nous fait Lise Bourbeau des personnes rigides, les personnes rigides ont un corps droit, rigide évidemment, et le plus parfait possible. Un corps bien proportionné, des épaules droites, de la même largeur que les hanches. Le rigide a peur de prendre du poids et fait tout pour ne pas grossir. Il y a une tendance à rentrer son ventre quand il est debout, donc vraiment toujours le contrôle même du corps physique, quoi. Les fesses rondes, des gestes rigides, secs, un peu saccadés, quoi. La mâchoire serrée, le cou raide, droit, comme un piquet, voilà, on est fiers. La voix sèche et rapide, les yeux qui ne trahissent aucune émotion, les jambes et les bras tendus, même au repos, hypervigilance constante, je vais y arriver. Et c'est marrant parce que pour se couper de leurs émotions, les personnes rigides, elles vont même avoir tendance à croiser les bras, comme si elles faisaient barrage devant leur poitrine, devant leur cœur. Et puis c'est aussi des personnes qui vont avoir tendance à porter beaucoup de noir, parce qu'en portant du noir, elles ont l'impression de moins exister, de moins se sentir, donc encore une fois de se couper d'elles-mêmes. Et puis c'est des personnes qui ont des postures raides et qui sont toujours en alerte, comme si elles devaient être prêtes à se défendre. Maintenant que vous avez un peu mieux compris ce qu'est la blessure d'injustice, je vais vous donner quelques clés pour en guérir. Le premier conseil, évidemment, c'est de renouer avec vos émotions. Je sais plus quel auteur avait dit que pour aller mieux, il faut pas regarder la lumière, il faut traverser les ténèbres. Et c'est exactement ça. Il y a tellement un travail à faire pour renouer de ces émotions, surtout si ça fait longtemps qu'on s'en est coupé. Et en ce qui me concerne, ça m'a vraiment fait un switch. Avant, j'étais pas du tout connectée à ce que je ressentais. Et puis après, j'ai tout laissé sortir. Donc par exemple, aujourd'hui, j'ai des émotions très fortes, mais que je gère beaucoup mieux. Parce que j'ai compris que mes émotions, c'était seulement un signal, c'était seulement un message, et qu'en réalité, une émotion ne dure que quelques secondes. Plus tu essayes de cacher une émotion, de la renflouer,
de le mettre sur le côté, et plus elle va durer longtemps, parce que une émotion, à partir du moment où tu lui dis « Ok, j'ai compris que t'étais là, ok, j'ai compris que je ressentais ça, bah elle part, parce que son but c'était juste de t'alerter sur quelque chose. Mais si tu la caches, que tu ne la confrontes pas, bah elle va rester jusqu'au moment où tu vas exploser, parce que elle va grandir. Le deuxième point, ça va être de réussir à dépasser sa colère pour pardonner. Parce que oui, dans l'injustice, forcément, il y a de la rancœur. Il y a des personnes qu'on n'a jamais vraiment pardonnées ou des choses qu'on ne sait pas pardonner à nous-mêmes. Et pourtant, ça va être juste le début du travail que vous allez pouvoir faire sur cette blessure. Moi, il y a quelques années, j'ai vraiment senti un switch dans la personne que j'étais. Et ce switch, il a eu lieu quand je suis allée voir une psychologue et qu'en fait, j'ai fait des séances de MDR qui m'ont permis de me reconnecter à mon passé et de comprendre qu'en fait, j'avais vraiment beaucoup de culpabilité due à la façon dont je m'étais comportée quand j'étais petite, parce que j'étais très 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 méchante avec ma sœur, avec mes copines, etc. J'étais une peste, mais horrible. Et donc, comme je me coupais de mes émotions, toute cette culpabilité que je ressentais après avoir mal agi, bah je la mettais sur le côté. Et c'est ressorti d'un coup. Et donc, j'ai ressenti énormément de culpabilité, toute la culpabilité accumulée depuis des années. Et donc, quand je suis allée voir ma psy, je lui ai expliqué que je me sentais, mais j'étais la pire personne sur Terre, j'étais trop méchante, personne n'allait me pardonner. Et là, j'ai fait donc la technique de MDR, on a fait des séances de thérapie, etc. Et j'ai compris que j'avais juste agi comme je pouvais avec ce que j'avais sur le moment. Et la première étape de ma guérison, ça a été de me pardonner à moi, puis ensuite de demander pardon aux autres. Le troisième conseil, ça va être d'arrêter de chercher la perfection et plus d'être dans l'autocompassion, dans le lâcher-prise. J'ai fait un épisode sur comment arrêter d'essayer d'être parfait. Je vous mets le lien en bio. Mais la perfection, sachez-le, ça n'existe pas. Donc si vous courez derrière un concept qui n'existe pas, vous vous épuisez pour rien. Et le quatrième conseil, ça va être d'accepter d'être vulnérable. Je vous jure, les gens ne sont pas si méchants. Tout le monde ne vous veut pas du mal. Et au contraire, le fait d'être vulnérable, ça peut vous rendre même très fort. Parce que le fait d'assumer ses faiblesses, d'assumer qu'on n'est pas parfait, d'assumer qu'il y a des choses qui nous blessent, d'arriver à mettre son ego de côté, il n'y a pas tout le monde qui arrive à le faire, et franchement, chapeau. Je sais que beaucoup de personnes ont peur du jugement, mais quoi que vous fassiez, vous serez jugé déjà, donc ça sert à rien de s'empêcher de vivre pour les autres. Et encore une fois, s'ouvrir aux autres, ça permet de développer des relations, mais tellement saines et tellement profondes que, waouh, ça peut vraiment changer toute votre vie. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous avez apprécié cette petite série sur les 5 blessures de l'âme. Je vous mettrai un récapitulatif sur Instagram, donc venez me suivre là-bas, venez me suivre également sur TikTok et sur WordPress où j'écris mes articles. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et nous on se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode. Bisous!